Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique aujourd'hui. Bien sûr c'est le week-end, ah oui, vendredi. Ah ouais, on doit commencer à se relaxer un peu, pourquoi pas. Mais aussi, comme je le disais, nous aurons un invité au micro de notre collègue Georges Léonard Sagnon qui va recevoir l'artiste, créateur et écrivain Mr. Mason. Oui, Mason Wing, et sera l'invité au micro de Georges Léonard Sagnon dans cette émission, donc dans RM Show. Ewing est un handicapé physique, une personne vivant avec handicap. Ce mal qu'il vit depuis plusieurs années le ronge, mais ne le décourage pas, car il n'est pas né aveugle, mais il est devenu, suite à des services corporels que lui ont infligé ses proches. En tout cas, son récit est affreux et pénible. Vous ne voulez pas rater cette interview, ce témoignage, et bien sûr au micro de notre collègue GLS. Bonjour Mason Ewing, comment ça va? Je vais très bien, merci. Vous êtes né au Cameroun, à Douala précisément, n'est-ce pas, il y a de cela plusieurs années? C'est ça, et effectivement, voilà, donc on va dire le 9 avril 1982, je suis né au Cameroun à Douala, d'une mère justement camerounaise et d'un père américain, voilà. Donc vous êtes citoyen américain et camerounais, c'est ça? C'est ça. Et Mason Ewing, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes styliste, c'est-à-dire vous faites la mode. Vous êtes auteur. Je pense que vous avez écrit beaucoup de bouquins, ou au moins un livre. Vous allez m'en parler plus. Mais vous êtes passionné du 7e art, c'est-à-dire le cinéma. C'est ça. Comment l'aventure a commencé? Tout d'abord, l'aventure a commencé la toute première fois. C'était en septembre 2006, où là, je présentais mon tout premier défilé, qui était sur Paris. Voilà, donc c'était la toute première fois que je montre aux gens qu'un non-voyant pouvait être créateur, un non-voyant pouvait être styliste, un non-voyant pouvait créer sa propre marque de vêtements. C'est vraiment là où j'ai commencé, où j'ai beaucoup de soutien, où j'ai commencé à être, on va dire, être connu dans le monde artistique, dans le monde des médias. Et après, quelques années après, je me suis lancé vraiment dans mon deuxième projet, on va dire, qui me tenait vraiment à cœur beaucoup parce que je le dis toujours, la mode, c'était le rêve de ma mère. Ma mère était mannequin, c'était modéliste. Et à côté, moi, mon rêve à moi, c'est le cinéma. On va dire, c'est le premier amour de ma vie. Premier amour de votre vie. Vous vous en sortez bien aujourd'hui? Si je m'en sors bien aujourd'hui, je n'aime pas dire que je m'en sors bien. On va dire que pour l'instant, les choses se passent bien. Et j'espère qu'avec le temps, justement, comme tous les grands, j'arriverai, après, en vie sans problème. Aujourd'hui, je débute dans le monde du cinéma puisque j'ai commencé par faire plusieurs courts-métrages. J'ai commencé à faire plusieurs courts-métrages en tant que, par exemple, producteur. J'ai fait la réalisation. J'ai fait pas mal de métiers dans ces courts-métrages. Et à côté, j'ai vraiment envie de me lancer un jour en faisant vraiment mon métier, en faisant des longs et des séries télé. Des longs-métrages et des séries télé. Justement, parlant de long court-métrage, long-métrage, vous aviez un projet de long-métrage qui devrait sortir, Foudre sur Yaoundé, n'est-ce pas, ou Tonnerre sur Douala. Parlez-nous-en. Alors, voilà, le film que j'ai décidé de tourner avant le Covid, ça s'appelait Coup de foudre à Yaoundé, effectivement, parce que j'avais envie de mettre en avant, justement, mon pays, puisque, on va dire, le Cameroun, c'est le pays où je suis né, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de coups de foudre. Il y avait coup de foudre à Notting Hill, coup de foudre à Manhattan, il y avait coup de foudre à Bollywood, mais il n'y avait pas de coup de foudre concernant le Cameroun. Donc j'ai décidé de tourner coup de foudre à Yaoundé. J'ai organisé une équipe, j'ai fait des castings, tout ça pour trouver des bons comédiens qu'il fallait. Et je suis parti pour la première fois, après 29 ans d'absence, je suis parti au Cameroun pour découvrir mon pays, redécouvrir mes racines et en même temps faire des repérages. Et c'est là-bas où j'ai commencé à tourner coup de foudre à Yaoundé, qu'on a tourné, on va dire, 80% du film. Parce que le film, normalement, il aurait dû tourner au Cameroun, en France et aux États-Unis. Mais malheureusement, à cause de la pandémie, de la Covid, on n'a pas pu tourner, on n'a pas pu terminer le film.
Vous êtes à quel stade aujourd'hui? Puisque on est toujours dans la pandémie, ça veut dire que le projet est arrêté. Comment ça se passe aujourd'hui, justement? Ah non, mais le projet est arrêté parce que déjà, premièrement, il y a 2 comédiens, on va dire par leur âme, 2 comédiens qui sont décédés. Il y a Marie Bourlon qui jouait le rôle de la mère, voilà, d'Élise Martel. Malheureusement, elle est décédée l'année dernière. Et il y a un acteur camerounais aussi, justement, qui est décédé. Voilà, donc le film, malheureusement, ne peut pas continuer. Et en plus, avec le Covid, c'était compliqué. Et puis, au bout de 2 ans de la Covid, c'est trop long. Donc là, je vais reprendre, je vais recommencer, justement. Et cette fois-ci, je fais coup de foudre à Kribi, mais toujours au Cameroun. Kribi, qui est une jolie ville du Cameroun. Voilà. Justement, vous allez maintenir le même titre, coup de foudre à Kribi, vous le dites maintenant, ce n'est plus à Douala ou à Yaoundé, ou bien vous allez plutôt parler de coup de foudre dans le monde du cinéma, parce que, il faut le dire ainsi, la Covid-19 a vraiment foudroyé le monde des arts. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'on attend un peu. Là, normalement, les choses commencent à se calmer avec la Covid, donc on va voir comment ça se passe. Si les choses se passent bien, on espère commencer début de septembre de cette année. On va voir comment se passent les choses, parce que malheureusement, c'est pas nous qui décidons. Et si on peut, on ira tourner, parce que le film 80% du film sera tourné à Kribi, au Cameroun, 10% en France et 10% aux États-Unis. Vous vivez en France, où on a souvent le festival de films de Cannes, si je ne me trompe. Est-ce que le film a été déjà, vos films, long-métrages, court-métrages, ont déjà été présentés à Cannes ou pas? Non, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que déjà le long, comme je l'ai dit, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, c'est mon tout premier coup de foudre à Yaoundé. Il n'a pas pu être terminé à cause de la Covid, donc déjà, long-métrage, non. Et court-métrage, parce que non, j'en ai pas envie. J'ai fait plusieurs courts-métrages, et j'ai pas envie de les emmener à Cannes. Et puis Cannes, c'est pas mon objectif pour l'instant. Ouais, votre objectif, c'est bien ce qui se passe dans votre pays. Votre objectif, donc, c'est les Oscars des États-Unis. Voilà, c'est plus tard, c'est les Oscars, pas pour l'instant non plus, parce que je n'ai pas la prétention de dire pour l'instant, je préfère encore m'exercer. J'ai confiance en moi, mais je pense que je ne suis pas encore prêt pour les Oscars, donc je préfère prendre mon temps. Pour faire, apprendre, acquérir de l'expérience. Et par la suite, mon objectif, c'est vraiment les Oscars. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui se préparent en ce moment. Et d'ailleurs, je retourne définitivement d'ici fin mai, début juin, aux États-Unis, à Los Angeles, avec mon équipe. Mr. Wing, vous êtes aveugle, mais vous êtes très actif. Quel message voulez-vous envoyer à ces non-voyants, à tous ceux qui sont frappés par cette maladie en Afrique ou à travers le monde, mais qui sont aujourd'hui, disons, dans des enclos, qui sont dans des maisons fermées? Par contre, vous êtes très actif, vous êtes dans le cinéma, dans la mode et dans les livres. Moi, le message que je veux passer, ça sera pas aux non-voyants, ça sera plutôt aux investisseurs, aux producteurs, de dire que il faut arrêter d'avoir peur des personnes handicapées, parce qu'on a peut-être un handicap, mais on n'est pas différent des personnes valides, et que parfois, on peut être peut-être plus créatif que les personnes valides, parce qu'aujourd'hui, moi, mon handicap, c'est plutôt une force. Et moi, j'ai dit souvent, avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Et ce que je peux maintenant dire aux personnes qui sont justement handicapées, que s'ils ont des rêves, ils doivent surtout pas les laisser tomber. Qu'ils soient dans le monde artistique ou pas, qu'ils soient dans le monde visuel ou pas. Et qu'il ne faut pas écouter les on-dit, parce que moi, aujourd'hui, les gens ont voulu me démotiver, parce que ils se sont dit, un aveugle qui veut faire de la mode, un aveugle qui veut faire du cinéma. Mais pour être honnête, les gens, je m'en fiche totalement de ce qu'ils peuvent penser de moi. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je vaux, et je sais que mon handicap est plutôt une force qu'une contrainte. Donc, ce que je peux dire aux personnes non-voyantes, le cinéma, il est pour tous. Voilà, la mode, c'est pour tout le monde. Donc, si vous avez des rêves dans ce domaine, dans ce milieu artistique, foncez et n'écoutez pas les gens. Et surtout, les investisseurs, qui n'hésitent pas, qui devraient nous laisser une chance. Et c'est ça que j'aime aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, nous sommes tous pareils. Voilà. Et nous sommes tous égaux. Qu'on soit noir, arabe, chinois, qu'on soit handicapé ou pas. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu compliqué. Déjà, d'avoir une couleur de peau ébène. Et en plus, d'être handicapé. Alors là, c'est très compliqué. Avez-vous envie de faire un film justement sur le racisme? Oui, j'ai envie de faire un film sur le racisme qui s'appelle Dance with the Stars, que j'espère signer. Voilà, c'est un film que je prépare, que j'espère réussir à convaincre par Netflix ou Amazon. Voilà, c'est un film vraiment qui est magnifique. Le but de passer des messages, de faire évoluer les choses, justement. Alors, vous avez dit que votre handicap n'est pas, disons, un handicap, mais plutôt une force. Et cette force-là vous permet aujourd'hui d'être dans la mode. Parlez-nous de vos créations dans le domaine de la mode.
qu'est-ce que je peux vous dire sur mes créations, à part que je suis quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a vu pendant 14 ans. Grâce à cette vue que j'ai vue pendant 14 ans, ça me permet aujourd'hui de créer, de faire déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le concept de la première marque de vêtements au monde avec du braille. Donc, cette marque s'appelle Madison Color. C'est une marque qui est accessible à tout le monde. Et sur cette marque, il y a un bébé que j'ai créé qui s'appelle Baby Madison, qui est un bébé, on va dire, Baby Madison, il est d'origine américaine, il habite dans une ville qui s'appelle Jonathan Land. Et ce bébé, c'est un bébé qui se bat pour plusieurs combats, parce qu'il a la peau métissée, il a les yeux bleus, bridés avec une mèche blonde. Et j'avais envie de le créer parce que c'était le but de passer des messages d'espoir, dans le but de dire à tout le monde, voilà, on est tous égaux, on est tous pareils. Arrêtez de faire des préjugés. Et donc, c'est pour ça que ma marque, c'est une marque de vêtements très engagée. Et là, quand j'arrive aux États-Unis, je vais la faire sortir un peu partout. Et justement, si je peux, j'espère sensibiliser des investisseurs, des sponsors, que les gens ne vont pas hésiter à m'appeler, ils vont se dire, tiens, cette personne est aveugle, mais il est motivé, il en veut, il n'a pas peur. Moi, en tout cas, j'ai pas peur. Ma marque de vêtements, c'est ma force. Voilà, c'est ma force. Ma mère, elle sera toujours à mes côtés, même si elle est décédée. C'est elle qui m'a donné l'envie de faire de la mode. Et je la remercie parce que aujourd'hui, je fais des belles créations. Et j'en suis très fier de mes créations. Et j'en suis très fier aussi d'avoir eu l'idée de créer ce bébé, Baby Madison, parce que grâce à lui aussi, on a créé un label, voilà, qui se bat pour protéger les enfants dans le monde. Donc, ma marque n'est pas juste une marque de vêtements, c'est aussi une marque avec des messages. Et il faut aussi préciser que chaque fois que quelqu'un achètera un vêtement, ou même un jeu de cartes, un puzzle avec Baby Madison, il y a un pourcentage qui ira pour la fondation SOS Madison International. Voilà, une fondation que j'ai créée pour aider vraiment les personnes handicapées à s'intégrer dans le monde artistique. Voilà, que j'ai créé aussi, qui est vraiment pour le handicap, protéger les personnes handicapées et l'environnement, parce que c'est des causes qui sont importantes pour nous chez SOS Madison et aussi dans ma société Mason Living Corporation. Et comment se comportent, j'allais dire, vos créations ou votre mode sur le marché, tant en Europe qu'en Afrique ou en Amérique? La marque Madison Color, moi, comment elle se comporte? Je pense qu'elle se comporte bien. Les gens, ils aiment beaucoup parce qu'en plus, c'est la première marque de vêtements au monde avec du braille qui permet aux aveugles de pouvoir reconnaître la couleur des vêtements touchés. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup. Les enfants adorent parce que nous, c'est une collection hommes, femmes et enfants. C'est une marque de vêtements qui est accessible à tout le monde, que ce soit pour les personnes aveugles ou voyantes. Donc, je pense que jusqu'aujourd'hui, elle est bien acceptée, bien reçue. Les gens les aiment bien. On est content, on en vend pas mal et j'espère maintenant qu'arriver aux États-Unis, et devrait même par la suite ouvrir des magasins. Madison Color, avec Baby Madison. Dans le monde de la mode, il y a beaucoup d'Africains, des Africains de grande renommée. Je veux parler de Patéo en Côte d'Ivoire et Alpha J au Niger. Vous les connaissez? Oui, je connais Alpha J, je connais très bien Alpha J. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Vous connaissez Alpha J, d'accord. Et quels sont vos rapports justement avec Alpha J, Patéo en Côte d'Ivoire et l'ensemble des créateurs de mode sur le continent? Quels sont mes rapports? Moi, là, je ne saurais pas quoi dire parce que mes rapports... Avez-vous une collaboration avec ces gens, avec ces créateurs? Non, pas du tout. J'en cherche pas, j'ai pas envie. Non, j'en ai pas envie. Parce que tout simplement, j'ai pas envie parce que il faut pas oublier un petit détail. Ce que font les gens, franchement, je m'en fiche. Moi, aujourd'hui, j'ai créé cette marque de vêtements pour un hommage à quelqu'un qui m'était cher, ma mère. Quand j'ai fait ma mère, elle est morte, elle s'est fait tuer, elle avait 20 ans. Et son reste, c'est d'avoir sa propre marque de vêtements. Pour l'instant, je n'ai pas envie de collaborer avec toutes ces personnes. Je fais les choses pour ma mère, pour moi. Aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Et pourquoi pas un jour, mais pour l'instant, je fais les choses surtout pour ma mère. Donc non, je cherche pas de collaboration. Je n'en cherche pas. Là, pour mon prochain défilé que je suis en train d'organiser le 5 février 2023, qui sera à Los Angeles, je le fais encore pareil. Je le fais tout seul. Je vais juste chercher des sponsors, voilà. Des créateurs dans des bijoux, des créateurs dans des cosmétiques, mais pas dans des couturiers. Parlons à présent de l'écriture. Vous m'avez dit que vous êtes auteur. Auteur de quoi? Auteur dans deux choses. Alors, je suis auteur, déjà, j'écris des scénarios. D'accord, donc j'écris des scénarios. Par exemple, Coup de foudre à Yaoundé, c'est moi qui ai écrit justement le scénario d'histoire. Aujourd'hui, j'écris là, j'ai sorti un peu de scénario. Et puis là, j'ai aussi sorti mon livre autobiographique. C'est sorti il y a 2 ans, qui était sorti en 2019, qui s'appelle Les yeux du destin. Les yeux du destin, c'est mon livre qui parle justement de mon histoire, de ce qui m'est arrivé. Les yeux du destin. Voilà, que tout le monde peut trouver partout, qui est vendu sur Amazon, Kobo, De Suite, et Cultura. On peut même trouver sur Amazon, que ce soit Google Book aux États-Unis. Il y a la version française et anglaise qui est sortie. La version anglaise est sortie depuis hier.
les yeux du destin. Parlez-nous-en en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos yeux? Déjà, pourquoi j'ai appelé les yeux du destin? Parce qu'effectivement, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé avec les yeux? Moi, avant, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis né au Cameroun. Voilà, ma mère était camerounaise. Donc, je suis né là-bas. J'ai vécu là-bas. À l'âge de 6 ans, ma tante est venue me chercher. Elle m'a emmené en France pour que je vive comme son fils avec elle et son mari. Parce qu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Sauf que malheureusement, en venant en France, je pensais que je venais au paradis. Mais je me suis rendu compte que je suis venu à l'enfer. Parce que pendant 8 ans, mon oncle et ma tante m'ont battu. Ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré, ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe, ils m'ont fait des tortures, ils m'ont enfermé dans une chambre pendant 8 ans. Et en fait, je ne pouvais pas manger, j'étais leur esclave. Et beaucoup d'atrocités que j'ai subies, c'était tellement horrible pour moi. Et à l'âge de 14 ans, je suis tombé dans le coma. Donc je suis décédé. J'étais à l'hôpital Necker à Paris, je suis décédé. Et puis je suis revenu à la vie. Et je ne savais pas moi que j'étais mort, parce que c'est à mon réveil que j'ai appris que j'étais pas décédé, qu'on pensait que je m'en sortirais pas. Mais sauf que quand je me suis réveillé de ma mort, j'étais devenu aveugle, j'étais sur un fauteuil roulant. Maintenant, je remarche, sauf que malheureusement la vue n'est jamais revenue. Donc j'ai perdu la vie à cause de la maltraitance, le piment, les coups. Et comme ça a duré pendant 8 ans, de l'âge de mes 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, j'en ai payé le prix fort. Non, je veux comprendre. Ça s'est passé au Cameroun ou en France? Ah non, pas du tout, ça s'est passé en France. J'ai vécu tout ça en France. Et ce qui est horrible, c'est que l'État français, tout le monde était au courant, la police, personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Et c'est pour ça que je peux vous le dire, vous l'annoncer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Personne n'a rien fait. Vous êtes en France? Vous avez vécu tous ces services-là en France? Oui, et il n'y a pas eu de réaction de la part de l'autorité ou de l'autorité? Non, j'ai porté plainte. J'ai été voir plus d'une centaine de commissariats. Les policiers ne me croyaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me battaient. Ils me faisaient comprendre que j'étais noir, que j'étais un menteur, c'est le cas. Et que j'étais un menteur. Ils m'enfermaient dans une cellule alors que je n'avais que 12 ans. La première fois, j'ai commencé à faire des fugues. Et jusqu'à ce qu'il m'arrive cette catastrophe, justement, jusqu'à ce que je tombe dans le coma. Et en plus, après, ils m'ont placé dans des foyers où ça s'est pas très bien placé. J'ai droit encore à tout, espèce de salle noire. Les noirs sont faits pour être brûlés. Des femmes d'accueil me nourrissaient à la nourriture pour chiens. Il y en a qui ne voulaient pas laver mon linge, à leur linge, parce qu'ils disaient que mon linge, vu que j'étais noir, allait tacher leur linge. Donc j'étais vraiment comme moins que rien. Je dis même pire qu'un animal, parce que les Français respectent des animaux. Moi, j'étais même pas respecté par rapport à ça. Donc voilà, après à 19 ans, on m'a mis à la rue. Je me suis retrouvé SDF avec sans papier. Et là, je suis parti au service social où j'ai subi des attouchements sexuels et un nettoyant a profité de moi. J'ai porté plainte une fois de plus. La police n'a rien fait, les juges n'ont rien fait. Ils ont classé le dossier. Voilà. Et puis, depuis des années, je me suis fait emmerder en France. Vraiment, c'est le mot parfait, emmerder. Mais sauf que, comme d'habitude, la police n'a pas fait grand-chose. Et c'est pour ça que je peux vous le dire, l'annoncer. Je suis en train de monter un dossier parce que j'ai décidé que je vais porter plainte. Et que je vais porter plainte contre l'État français. Et je vais amener l'État à l'Europe parce qu'après tout ce qui m'est arrivé, et je trouve que c'est pas normal que j'ai porté plainte contre mes bourreaux, contre mon oncle et ma tante. J'ai pas gagné grand chose. Je voulais qu'ils reconnaissent que j'étais une victime. Ils ont pris que 1 an avec sursis. Ils sont sortis libres. Ils habitent pas loin de chez moi. Et non, ils regrettent pas ce qu'ils ont fait. Et en plus, je devais toucher 4 000 euros, 4 500 euros de dommages et intérêts que je n'ai jamais touché. Mais l'argent encore, je m'en fiche. Mais ce que moi qui m'affecte, c'est que mes bourreaux n'ont pas été en prison. Les bourreaux, ils ont pris du sursis. Alors que mon oncle était en cavale, il était recherché par Interpol, ils l'ont retrouvé. Et moi, tout ce que j'ai eu droit, en fait, ils m'ont détruit. Toute ma vie, j'étais détruit. Mais c'est pas grave. J'ai compris en France que les Noirs n'ont pas droit à grand chose. Mais par contre, je sais que quand un Blanc va aller porter plainte, là, il n'y aura pas de problème. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte d'être aux États-Unis, au moins d'un pays où on m'a accepté à cause parce que je suis ma fleur de peau. Peu importe de ce que pensent les gens par rapport aux États-Unis, je m'en fiche un peu. Moi, quand la première fois que j'étais là-bas, c'est là-bas où on m'a accepté. On m'a fait comprendre que j'étais un être humain. Et en France, ça n'a pas été le cas. Mason Ewing, et ironie du sort, vous vivez aujourd'hui en France. La France où vous avez été maltraité, où vos droits ont été brimés. Pourquoi? Ah non, vous pouvez pas dire que l'ironie du sort, c'est pas le cas. J'habite en France, je suis en France pour l'instant parce que je suis venu pour des raisons, je suis en train de mettre des choses en place. Et parce que des fois, on n'a pas le choix. Comme je dis, je suis en train de préparer aussi mon dossier avant ma plainte. Après, c'est pour ça que je repars. Moi, je suis parti souvent, je ne suis pas resté beaucoup ici. Je ne peux pas rester dans un pays qui m'a détruit. C'est impossible. Je suis détruit à vie, je suis meurtri, et ça sera pour la vie. Même si aujourd'hui, je suis heureux, mes souffrances seront toujours là.
C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, Les yeux du destin. C'est aussi pour ça que là, je venais de terminer le scénario sur l'histoire de ma vie qui s'appelle Le destin d'un enfant esclave. Parce que malheureusement, ma vie a été trop atroce. Et donc, en France, oui, bientôt, j'ai hâte de partir d'ici parce que je sais que tant que je resterai ici, je continuerai à être détruit. Même si je serais en train de faire des démarches administratives pour mon procès, je serai aux États-Unis. Là-bas, je suis en paix. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, moi, de base, je voulais même pas la nationalité française comme là, parce qu'au début, je l'ai demandé à l'époque, ils n'ont pas voulu me la donner, ils m'ont fait comprendre. Et puis, comme par exemple, enchantement, un jour, ils ont fini par me la donner, comme par hasard. Donc, j'habite pas ici, je survis. C'est le mot parfait. Et je préfère le dire aux gens parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quelle victime qui a vécu avec les choses que j'ai vécues atroces ne peut pas rester là où il est pas heureux. Moi, ici, c'est parce que j'ai pas le choix pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je sais très bien que toujours je suis pas très bien, mais je m'en vais bientôt. Et je vais pouvoir respirer et revivre en paix. Les yeux du destin sont sortis. Est-ce que ce livre-là a été présenté à votre oncle et à votre tante? Ils l'ont vu? Je n'en sais rien, je m'en fiche. Je les vois pas depuis 10 ans, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que des gens qui me disent que c'est bien fait que j'ai perdu ma vie, que je n'ai eu que ce que je méritais, j'ai pas envie de les voir. Donc je sais pas s'ils m'ont dit, ils sont au courant. S'ils sont au courant, tant mieux. S'ils sont pas au courant, tant mieux aussi. Ça m'intéresse. Mais je pense qu'ils doivent être au courant avec les choses, tous les médias qu'il y a eu derrière, tous les gens n'arrêtent pas de parler, puis la famille. Je pense qu'ils doivent être au courant. Je pense. J'en suis pas certain, mais s'ils le sont, tant mieux. S'ils le sont pas, tant mieux aussi. Quels sont vos projets d'une façon globale, puisque vous évoluez sur plusieurs fronts? Mes projets globaux, c'est que j'espère vraiment trouver là cette année 2022. C'est une très bonne année pour moi, une année forte parce que je pars d'ici, donc de la France, pour aller à Los Angeles. Donc je suis à la recherche d'investisseurs pour justement et de sponsors pour mon prochain défilé qui sera le 5 février 2023 à Los Angeles. Un défilé qui va être vraiment magnifique. Et là, ça va être mon premier défilé où je vais pouvoir dire adieu à ma mère, qui était voilà, mon ange. Donc c'est pour ça que ce défilé sera fait. Et après, à côté de ça, justement, pour ce défilé, j'ai contacté Elton John et j'espère vraiment le convaincre. Et j'espère qu'il viendra chanter à mon défilé parce que ma mère elle est morte, elle a été tuée. Et je veux aujourd'hui qu'elle repose en paix. Et je trouve que ce défilé, ça sera justement le but. Et c'est pour ça que ça va être un défilé inattendu, quelque chose de magnifique, d'époustouflant. Et puis aussi, j'espère que plusieurs producteurs d'Hollywood vont me contacter justement pour mon film L'histoire de ma vie, Les yeux du destin. Et mon film s'appelle Le destin d'un enfant esclave. Parce que c'est le cas, c'est ce que j'ai été. Un enfant esclave, un enfant torturé, un enfant battu, un enfant qu'on a traumatisé à vie. Et je sais que je suis traumatisé à vie, mais par contre, ce que je peux dire aux victimes, c'est que même si j'étais traumatisé, aujourd'hui, je suis aveugle, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que je vois autrement. Et je suis ravi d'être dans la mode en étant aveugle. Parce que je trouve que souvent, les voyants ne voient pas assez. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Je pense que si aujourd'hui, je rencontre un créateur non-voyant, je serais peut-être ravi de travailler avec lui. Parce qu'il aura la même vision que moi. Je pense que souvent, les voyants n'ont pas la même vision, ne comprennent pas. Parce que j'ai l'impression d'être une bête curieuse pour les gens, parce que les gens se disent toujours, il y en avait qui fait de la mode. Et tant mieux qu'ils pensent qu'ils veulent, parce que dans la vie, tout est possible. Et donc, je peux dire aux victimes, c'est qu'il faut jamais baisser les bras. Même si on était maltraité, on peut s'en sortir. Moi, c'était mon cas. J'ai vécu toutes les choses, j'ai été maltraité, battu, brûlé, séquestré. Je faisais tout à la rue. J'ai subi tout. L'injustice de la police. Mais je suis toujours là. Et même si je suis meurtri à cause de ma famille, au moins j'ai la chance d'être entouré par une bonne équipe, j'ai mes amis qui sont merveilleux, des gens que j'aime vraiment. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Mais ça, vous avez dit tout à l'heure que votre maman est morte, mais elle a été tuée, c'est-à-dire? Les gens n'ont qu'à lire Les yeux du destin. Elle a été tuée par mes bourreaux, par mon oncle et ma tante, surtout par ma tante. Justement, tout ça coûte de l'argent. Je n'en dirai pas plus parce que je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui est très dur pour moi de parler de ma mère. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler, voilà. Ma mère s'appelait Marie, c'était l'amour de ma vie, c'était la femme la plus merveilleuse. Il y avait mon arrière-grand-mère qui s'appelait Élise. Ce sont les deux personnes qui sont toujours là et que je parle beaucoup dans mon livre, dans mes films. Il y aura toujours leur prénom de ma mère et de mon arrière-grand-mère. Et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, je veux juste, moi, faire comprendre aux gens que je suis en paix. Que je suis en paix avec moi-même. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé enfin de rouvrir le dossier et de porter plainte contre l'État français. Si je peux me permettre de terminer, c'est juste pour vous dire que si je porte plainte, c'est pas par vengeance. C'est que je veux juste qu'on me reconnaisse enfin pour cette victime qu'on ne veut pas reconnaître et aussi qu'on protège d'autres enfants parce qu'aujourd'hui, je trouve que n'est pas porter plainte, c'est donner raison à l'État français parce que malheureusement, tous les jours, pendant qu'on parle dans ce monde, en France, que ce soit même en Afrique ou aux États-Unis ou n'importe où, il y a des enfants qui sont maltraités.
Et moi, mon combat, c'est que justement tout ça cesse. Donc c'est pour ça, et j'espère que justement que les victimes, grâce à mon témoignage, ils n'ont pas peur d'appeler, ils n'ont pas peur de témoigner comme moi je fais. Et mon histoire, j'en parlerai toujours parce que c'est mon histoire, elle sera toujours là. Et si elle peut sauver des vies, eh ben, j'en serai ravi. Quel message, le dernier, avez-vous pour l'ensemble des téléspectateurs, ceux-là qui auront la chance de vous écouter, de vous suivre, hein, surtout à nos frères et sœurs qui vivent sur le continent en Afrique et aux autorités? Vous avez le micro. Le message que je peux dire, c'est que il faut juste que l'Afrique essaie d'évoluer pour les personnes handicapées, qu'ils arrêtent de les traiter comme s'ils ne manquent rien. C'est dommage parce que quand on soit handicapé, on est vraiment tous égaux. Et que l'Afrique devrait plus évoluer vraiment au niveau du handicap. Moi, j'en suis sûr parce que aujourd'hui, le handicap fait trop peur. Et moi, je me suis rendu compte que moi, des fois, je suis souvent une bête curieuse. Et c'est pour ça que quand on m'appelle, on me pose des questions, c'est un journaliste de m'interviewer quand il me prend une bête curieuse, je ne veux pas. Et donc, vraiment parce que je me bats, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on respecte mon handicap. Et je trouve que c'est une chose que les Africains devraient faire parce que malheureusement, les handicapés sont pas acceptés beaucoup parce qu'il y a beaucoup personnes handicapées, qui me contactent d'Afrique. J'ai reçu souvent des messages et moi, je leur donne de l'espoir et je leur dis, il faut pas persévérer, il faut se battre. Et même quand ils peuvent partir dans notre continent, mais qu'ils n'hésitent pas à partir, pour s'en sortir. Parce que c'est vrai que l'Afrique évolue, mais trop lentement. Et le problème, c'est que quand tu es une personne handicapée, tu peux pas même attendre 1, 2 jours, 3 jours. Parce que déjà, quand on a un handicap, c'est très dur. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on essaie de faire. J'espère qu'un jour, l'Afrique va évoluer, va essayer de faciliter les choses, va essayer de faciliter la tâche. Parce que c'est pas très facile quand on a un handicap. Voilà, qui est bien dit. Ce n'est pas facile quand on a un handicap. Les mots sont de Mason Ewing. Il a plusieurs casquettes. Il évolue dans le cinéma, il a écrit un livre, il est aussi créateur de mode. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci Mason d'avoir répondu aux questions de Georges Léonard Sagnon de VOA Afrique. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis s'il y a des gens qui peuvent me contacter, ils peuvent nous trouver sur nos réseaux sociaux, voilà, en tapant Mason Ewing Corp, le nom de la société, Mason Ewing Corp, voilà, sur Insta, Facebook, Google, voilà. Merci beaucoup. Vous écoutez RM Show avec Roger Muntu. Merci beaucoup à Georges Léonard Sagnon et à messieurs Mason Ewing pour cette superbe interview inspirante, allais-je dire. Vraiment, merci beaucoup à lui de témoigner, de nous dire vraiment ce qu'il ressent, vraiment de s'ouvrir au micro de notre collègue Georges Léonard Sagnon. Écoutez, c'est ça RM Show, nous prenons vos témoignages, c'est votre émission, vous parlez, nous débattons, on est ensemble. D'ailleurs, ça pourra être un sujet de RM Show dans le futur, pourquoi pas. Écoutez, passez un très bon week-end, toujours en compagnie de VOA Afrique. La nuit porte conseil, les amis, c'est ce qu'on dit toujours dans RM Show. En tout cas, bon week-end à vous, bon week-end à tous vos proches, et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. C'était RM Show, une émission de VOA Afrique.